Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Il y a eu beaucoup de lectures cette semaine, il y a un petit peu de tout, on a du manga, on a du graphique et on a bien évidemment des romans, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par un petit manga que je vous ai déjà présenté précédemment parce que c'est le tome 3 du Le Renard et le Petit Tanuki, qui est un petit manga tout mignon que je viens de découvrir. J'ai terminé maintenant le 3e tome et j'apprécie toujours autant cette histoire qui est vraiment toute mignonne, vraiment adorable. Je vous en avais déjà parlé précédemment, mais on va continuer à suivre les deux personnages donc de Senzo le renard qui à la base a été puni parce qu'il faisait un peu trop de dégâts. Une déesse l'a endormi et ensuite elle l'a sorti de son sommeil avec la condition de porter un collier qui le modère. Donc s'il a des pensées ou des actions négatives, il va souffrir à cause de ce collier. Et en plus elle lui demande de s'occuper d'un petit personnage qui est le petit Tanuki, qui est destiné à faire de grandes choses et qui lui est tout mignon, vraiment innocent, vraiment adorable. Et du coup on a ces deux personnages. Maintenant on avance un peu plus dans l'histoire parce qu'il y a des autres choses qui commencent à arriver. On a des autres éléments qui rentrent dans ce manga et qui sont super intéressantes. Donc j'ai vraiment apprécié ce 3e tome. C'est vraiment tout mignon. Il y a des petits dessins. Je pense que je vous avais déjà montré le genre de dessin. Je cherche un dessin où ça vous dévoile pas évidemment quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir. Ça c'est une planche du début, donc c'est ce genre de dessin avec le petit Tanuki ici qui est tout mignon, tout adorable. Donc voilà, une série manga que j'aime beaucoup et que je vais poursuivre. J'ai également lu un autre manga qui est celui-ci, Abyss Azur, aux éditions Dupuis. C'est un premier tome qui vient de sortir je pense. Je trouvais que la couverture était vraiment très jolie. Il y a un petit effet avec des vagues comme ça, mais je sais pas si on le voit bien avec la caméra. Mais c'est la thématique sirène qui m'a intéressée parce qu'en plus il n'y a rien noté, donc on n'a même pas... Ah, peut-être qu'ici on le voit mieux, les petits effets de mouvement de vagues, mais il n'y a aucune information sur l'histoire, donc je me suis lancée comme ça. On a des dessins qui sont assez travaillés, assez jolis, hop, comme ceci. Il faut aimer la thématique sirène, hein, c'est évident. Voici encore une autre planche et c'était assez sympa. Donc en gros au niveau de l'histoire, on a une sirène qui est tombée amoureuse d'un humain et c'est formellement interdit. Donc la sirène en question a été arrêtée par la police des mers et elle a été emprisonnée et elle demande l'aide de son ami qui est ici. On va suivre cette histoire. C'est un premier tome qui est assez introductif, mais c'est souvent le cas. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est agréable à lire et je pense que je continuerai parce que voilà, je suis intriguée de savoir comment tout cela va se résoudre, va finir. Donc voici pour les mangas. Je vais passer au BD et j'ai lu ce petit graphique qui est Le Jardin des Fées, le premier tome qui s'appelle Bergère des Fées aux éditions Dracou et c'est écrit par Audrey Alouette et Nora Moretti. C'est une BD qui me faisait envie depuis un petit moment, en plus le 2e tome est sorti il y a pas longtemps, donc je me suis décidée, je me suis lancée dans cette histoire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était vraiment très sympathique. Donc dans cette histoire, on va suivre Lucie qui est envoyée par sa mère chez chez son oncle qui vit dans un château en Normandie et elle va arriver là-bas, elle va se rendre très vite compte qu'il se passe des choses étranges dans ce château. Son oncle, la femme de son oncle et leur fils ont une attitude assez étrange et en plus de ça, elle va rencontrer une petite fée qui va lui demander d'aider son peuple. Elle va lui demander de leur trouver un jardin parce que le leur se meurt. La petite fée va également lui apprendre qu'elle est une bergère et que son rôle c'est de protéger les fées
le peuple de ces petites créatures. Donc ça c'est pour l'histoire de manière générale et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super chouette de suivre Lucie. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette lecture. C'était vraiment très agréable. Il y a de la magie avec l'univers des fées. Il y a un genre de malédiction aussi, de maladie qui plane dans cette histoire. Les dessins sont vraiment très très jolis. Je vais vous montrer. Donc déjà quand on ouvre, on a ceci, un herbier qui est très très beau et voici le genre de dessin qu'on a. Ce sont des choses que moi j'apprécie beaucoup, donc je me suis bien plu dans cette histoire. L'histoire évidemment a un aspect très mystérieux en rapport avec le passé également, parce que à un moment donné on va avoir des passages via un genre de journal. Je vais essayer de vous retrouver ça. Donc c'est super chouette également cet aspect. Voilà, on a ceci. Là, on est dans le journal du précédent propriétaire du château. Et évidemment, ce qui se passe actuellement a un rapport avec le passé. Et Lucie va découvrir petit à petit ce dont il est question. Une très très bonne lecture donc. Et j'ai hâte de découvrir la suite. À mon avis, le tome 2 ça va pas trop traîner. Je vais sans doute le lire très bientôt. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y en aura plus. Mais du coup, je suis curieuse déjà de poursuivre avec le deuxième tome. Alors je vais passer maintenant à celui-ci qui est Thornhill de Pam Smyth aux éditions Rouergue, qui est un emprunt à la bibliothèque. J'ai fait cette lecture et c'était assez spécial déjà par la mise en page, parce que on a des planches, donc il y a des dessins comme ceci, mais il y a aussi une alternance dessin et écrit via un journal intime. Donc on alterne à chaque fois une partie qui est en dessin et une autre partie qui est en note, comme on peut le voir ici. Donc super chouette au niveau de la mise en page. C'est ludique, ça donne envie de continuer et de se plonger dans ce roman. Il y a un petit jaspage tout noir comme ça sur les contours. Donc le livre est vraiment très beau déjà en tant qu'objet livre. Et en fait, dans cette histoire, on va suivre Ella qui vient d'emménager avec son père. Sa maman est décédée et son père, il se plonge vraiment dans le travail. Donc son père est très absent. Pour elle doit un peu se débrouiller toute seule. Ils viennent d'emménager dans une maison qui se trouve juste en face d'un vieil orphelinat abandonné depuis quelques années qui s'appelle Thornhill. Et Ella va être intriguée par ce vieux bâtiment et encore plus intriguée à un moment donné où elle va apercevoir l'ombre d'une jeune fille à une des fenêtres. Alors ça c'est pour l'histoire de Ella, mais en fait on va suivre l'histoire de deux personnages, de deux jeunes filles. Donc on va suivre Ella avec tout ce qui est les dessins, l'aspect graphique, et on va également suivre l'histoire de Marie. Marie qui est une jeune fille qui vivait à l'orphelinat et qui va nous raconter son histoire, qui va nous dévoiler son histoire via le journal intime, donc les notes écrites. Et c'est en alternance. Donc on a les deux histoires de ces deux jeunes filles et on va découvrir petit à petit en fait le cauchemar qu'a vécu Marie à Thornhill et on le découvre en même temps que Ella. Et c'est vraiment un récit qui fait froid dans le dos parce que Marie a subi vraiment quelque chose d'horrible dans cet endroit. Elle était constamment harcelée par une autre pensionnaire et personne n'est jamais intervenu, ni les autres petites pensionnaires de l'orphelinat, ni les personnes qui étaient censées encadrer tout ça. Donc il n'y a jamais rien eu et Marie a subi ce harcèlement pendant extrêmement longtemps. Et elle a vécu chaque jour, chaque nuit dans la peur constante. Donc c'est vraiment pas très agréable comme situation. Elle est vraiment toute seule, elle est isolée.
Donc on a cette histoire de Marie qu'on va découvrir et on a aussi Ella qui se reconnaît un peu dans cette histoire étant donné qu'elle est également toute seule. Alors elle ne subit pas de harcèlement mais elle est toute seule étant donné que son papa est très absent, qui a le deuil de sa maman et qu'elle est vraiment laissée livrer à elle-même. Du coup évidemment Marie et Ella vont se découvrir petit à petit, elles vont échanger, elles vont se rencontrer et en fait tout ce qu'elles voulaient c'est avoir un soutien, une amitié quelconque et ces deux personnages eh bien vont se lier. Je vais rester là au niveau du résumé, ça c'est l'histoire en gros, mais c'était vraiment très très bien fait, c'était très intéressant. Il y a des thématiques qui sont extrêmement dures, bien entendu, hein. Comme vous l'avez compris je pense, on parle du harcèlement, de l'abandon, de la solitude, de la peur, du deuil, du désespoir. Donc beaucoup de thématiques très sombres, très noires, et c'est extrêmement présent dans ce livre. On nous met directement dans l'ambiance, d'ailleurs c'est bien fait aussi au niveau des dessins, c'est du noir et blanc. Donc on est tout le temps dans quelque chose de très sombre. Donc j'ai apprécié cette lecture, j'ai apprécié la découvrir parce que je pense que c'est une thématique, ce sont des thématiques importantes qu'il faut également mentionner. Mais c'est très noir, c'est très triste, les personnages sont touchants évidemment, c'est impossible de ne pas être touché autant par l'histoire de Marie que par l'histoire de Ella. Ça nous montre aussi les dangers évidemment et les conséquences du harcèlement et de l'abandon de manière générale. Donc dans son ensemble vraiment une lecture intéressante, une lecture nécessaire et très très bien faite de par sa mise en page. Alors je passe maintenant à autre chose, étant donné que c'est un Agatha Christie, c'est Le Crime de l'Orient Express des éditions Le Livre de Poche. Alors j'ai fait cette lecture en audio et dans cette histoire on va retrouver Hercule Poirot qu'on va suivre parce que tout à fait par hasard il va se retrouver à bord de l'Orient Express, donc qui est un train très luxueux qui traverse l'Europe. Et ce voyage ne va pas être de tout repos étant donné que à peine arrivé sur place, un meurtre va y être commis et évidemment Hercule Poirot va enquêter et ça va être une enquête assez compliquée pour lui. Je n'en dis pas plus, je reste là au niveau du résumé de cette histoire, mais c'était vraiment un très grand plaisir de retrouver Hercule Poirot. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu d'Agatha Christie, donc j'étais très contente de retrouver ici la plume de l'autrice et le personnage de Hercule Poirot. On est donc dans un huis clos parce que tout se passe dans ce train avec les passagers qui y sont embarqués et il est évident que l'un de ces passagers doit être le meurtrier, mais c'est pas facile pour Hercule Poirot de s'y retrouver. Mais l'histoire est vraiment très très bien menée, très très bien construite. J'ai apprécié cette affaire, cette enquête. Hercule Poirot, au fur et à mesure qu'il va un petit peu chercher, qu'il va un petit peu enquêter, il va se rendre compte que tous les passagers de ce train sont liés en fait à un même événement, à un événement très dramatique qui s'est passé il y a plusieurs années, mais du coup ça veut dire que tous ces personnages peuvent être des suspects potentiels. Donc ça augmente la difficulté de l'enquête. Étant donné qu'il se retrouve dans ce train, eh bien il est aussi isolé de toute aide extérieure, hein. Il peut pas faire appel à la police ou à des autorités quelconques qui pourraient un petit peu l'aiguiller ou il pourrait demander des informations, des renseignements. Ici il doit se débrouiller avec ses propres moyens, donc ça ajoute une difficulté en plus. Et dans ce livre, il y a une thématique extrêmement intéressante, il y a un aspect très intéressant, étant donné que ici, Hercule Poirot va être placé dans une situation délicate, dans le sens où la question du jugement moral va être abordée. À la fin de l'enquête, au dénouement, eh bien, il faudra décider si c'est la loi qui prime, les règles, ou si c'est la morale qui prime. Donc c'était un aspect vraiment très intéressant et j'ai bien aimé qu'il soit abordé ici dans cette histoire. Donc vraiment une excellente lecture. Je suis très contente d'avoir découvert cette histoire qui est une des plus connues je pense d'Agatha Christie. Donc c'est maintenant chose faite et voilà, excellente lecture, très très bon moment passé avec Hercule Poirot. Je passe maintenant à La Loi du Sanctuaire des éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. C'est écrit par Élodie Bouchet. C'est également un emprunt bibliothèque.
Trek. Je l'ai terminé il y a un jour ou deux et c'était une lecture sympathique. Au niveau de l'histoire, déjà, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eileen, qui est une jeune femme qui vit dans un sanctuaire à Sarano. Et ce sanctuaire, en fait, vend des prophéties aux différentes puissances de ce monde, de cet univers. Et de ce fait, le sanctuaire a un statut vraiment très puissant et privilégié. Et il abrite donc des oracles qui font des prophéties. Eileen est donc une jeune oracle et à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle est en fait manipulée et qu'elle est utilisée par le sanctuaire et notamment par la supérieure qui gère ce sanctuaire qui s'appelle Tinavia. Elle va donc décider de s'enfuir. Et elle va tomber sur un lieutenant, le lieutenant Darrell, qui était venu au sanctuaire pour entendre une prophétie et qui repartait dans son royaume. Elle va le rencontrer. C'est un mage, donc ça veut dire qui peut faire de la magie. Elle va le convaincre en fait de l'emmener avec elle. Elle lui explique qu'il se passe des choses pas très nettes, qu'il se passe des choses louches au sanctuaire. Et donc il va l'emmener avec elle dans ce royaume. Et en gros, pour pas trop vous en dévoiler non plus au niveau de l'histoire, ils vont tous les deux finir par enquêter pour savoir ce qui se passe au niveau du sanctuaire pour déjouer un petit peu les manigances. Donc ça c'est en gros parce qu'évidemment il se passe plein de choses dans cette histoire mais j'ai pas envie de trop vous en dévoiler pour qu'il y ait quand même l'effet de surprise malgré tout quand vous ou si vous avez envie de le lire. Donc cette lecture, elle était sympathique. C'était pas une lecture, c'était pas un coup de cœur, c'était pas non plus un truc incroyable, mais j'ai passé un bon moment. Il y a des choses qui vont pas. Dans le sens où déjà le côté positif c'est que c'est vraiment un univers très chouette que j'ai beaucoup apprécié avec des oracles, avec des dragons, avec des prédictions, avec du coup de la magie, avec des manigances de pouvoir. Il y a un aspect un peu particulier aussi qui est lié aux mages et à la magie. Je vous dévoile pas quel aspect mais j'ai beaucoup apprécié cet élément aussi. Donc il y a plein de choses vraiment agréables et vraiment top. Les personnages sont sympathiques. J'ai bien aimé Eileen, j'ai bien aimé le lieutenant Darrell. Après, il y a d'autres personnages qui vont arriver et il y en a quelques-uns que j'ai bien appréciés aussi. Donc voilà, c'était assez bien fait de ce côté-là, de cet aspect-là aussi. Mais par contre, il y a quand même quelques petits soucis de rythme dans ce récit. Il se passe vraiment énormément de choses. Donc je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, il se passe énormément de choses dans ce livre. Donc ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup d'événements qui s'enchaînent, il y a beaucoup d'actions, mais il y a aussi pas mal de lenteur et de moments assez pas morts mais où on redescend. Donc au niveau du rythme, il y a des petits soucis malgré tout. Ce qui tournait autour, comme je vous l'ai dit, des oracles, des dragons et tout ça, c'était très chouette. Le souci, c'est que j'ai trouvé par exemple au niveau des dragons que cette thématique n'était pas assez exploitée, pas assez développée. On va apprendre par exemple que Eileen va avoir un lien spécial avec les dragons, mais ça reste très superficiel. On nous explique pas comment ça se fait, pourquoi, comment ça marche. Donc là, ça manque un petit peu de développement, de profondeur. Le dénouement final m'a semblé assez rapide malgré tout. Donc le livre fait quand même 400 pages ou même un peu plus. Oui, 420 pages environ. Et la fin, ça va quand même assez vite à mon goût. Donc ça, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de pages. Donc voilà, c'était un peu mitigé parce qu'il y a des très bons éléments avec l'univers, avec tous les éléments qui sont mis là-dedans. Il y a des très bonnes choses aussi au niveau de l'enchaînement des événements. Ça bouge, c'est fluide, mais malgré ça, il y a des lenteurs, une fin un peu trop rapide, des éléments qui sont pas assez exploités, donc c'est assez dommage parce que ça aurait vraiment apporté un plus, je pense, à cette histoire. Donc voici pour celui-ci. Alors je continue avec Il nous restera ça de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans cette histoire, on va suivre Jeanne qui est une dame qui vient de perdre son mari.
qui était l'amour de sa vie. Ils faisaient tout à deux, ils étaient bien ancrés dans leur vie, dans leurs habitudes, un couple très soudé, qui communiquait beaucoup, qui échangeait beaucoup. Donc tout se passait très bien et voilà, son mari est maintenant décédé et Jeanne, eh bien, elle ne vit pas bien évidemment cette situation. Elle ressent vraiment un grand vide et voilà, elle reste dans son deuil en fait tout simplement et elle a du mal à faire face à cette nouvelle situation. Elle va aussi avoir des difficultés financières et elle va prendre la décision en fait de louer une chambre de son appartement qui est assez grand pour accueillir un ou une colocataire. Et il y a deux personnes qui vont directement se présenter pour cette colocation. D'un côté, on va avoir une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Iris, qui cache un grand secret. On va l'apprendre un peu plus tard. Et on a aussi un jeune garçon de 18 ans qui s'appelle Théo, qui lui vit une situation difficile étant donné qu'il est sans domicile. Et leurs deux candidatures vont arriver chez Jeanne et elle sait pas trop quoi faire et finalement elle va décider de les prendre tous les deux. Donc ils vont commencer une cohabitation à 3 et on va suivre du coup cette colocation avec ces 3 personnages qui sont très différents, hein, déjà de caractère, au niveau de l'âge, au niveau de leur passé, etc. Et j'ai beaucoup apprécié évidemment, sans surprise, j'ai même plus qu'apprécié, j'ai adoré cette histoire. Mais j'avais aucun doute parce que pour l'instant, il n'y a aucun livre de Virginie Grimaldi qui ne m'a pas plu. Au contraire, je passe toujours un excellent moment. C'est des livres qui se lisent tout seuls. C'est tout le temps des petits chapitres. Donc avec 2-3 pages, on a un chapitre. Donc ça s'enchaîne vraiment à toute vitesse. Je l'ai lu extrêmement vite. J'avais un petit peu commencé un jour et le lendemain soir je voulais absolument le terminer, donc j'ai dû lire les 3/4 comme ça en une soirée parce que je voulais avoir la fin, je voulais découvrir l'histoire de ces 3 personnages, Jeanne, Iris, Théo. Ce sont des personnages qui sont touchants, chacun à leur manière, parce que ce sont des personnages qui sont blessés, qui ont été blessés par la vie et qui passent tous les 3 en fait par une phase difficile. Ils sont tous les 3 en difficulté dans leur vie, ça ne va pas à ce moment donné et cette rencontre va en fait complètement changer leur vie et j'ai adoré suivre en fait tout ce changement, découvrir un petit peu plus de leur histoire, de leurs blessures et c'était vraiment génial. C'est toujours magnifiquement bien amené, magnifiquement bien fait. La plume de Virginie Grimaldi, moi j'adore. On passe vraiment à chaque fois du rire aux larmes parce qu'il y a beaucoup d'humour malgré tout. Ce sont des thématiques qui sont tristes bien entendu parce qu'attention, on va parler du deuil, on va parler de la violence, on va parler de la manipulation, il y a l'abandon aussi, il y a l'alcoolisme, il y a la précarité, donc c'est plein de thématiques qui ne sont pas joyeuses, clairement pas joyeuses, mais c'est fait d'une manière que ça passe en fait tellement bien et qu'on se laisse comme ça emporter, porter dans cette histoire. En tout cas, moi j'ai adoré suivre Jeanne, Iris et Théo, je les ai appréciés tous les 3. Ils sont touchants à leur façon et ils fonctionnent vraiment bien. Leur petit trio va vraiment bien fonctionner, ça vous vous en doutez aussi. Et voilà, une très très bonne lecture. Je recommande si vous aimez déjà les Virginie Grimaldi ou si vous cherchez ce genre d'histoire comme ça, eh bien vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Après, je vous conseille de toute façon tous les Virginie Grimaldi de manière générale. Donc voilà, petite lecture de fait. Je suis très contente d'avoir pu découvrir cette histoire. Alors j'ai également terminé celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré la semaine passée, c'est le Crépuscule des Urmes, le second tome qui s'intitule La prophétie du livre noir de Arnaud Druel aux éditions Gulfstream également, qui est aussi un emprunt à la bibliothèque. Je l'ai terminé, donc c'est une duologie que j'ai finie et je vais vous parler du premier tome peut-être pour le cadre, comme ça je vous dévoile pas tout ce qui se passe dans le second. En fait on est au Pays de Galles dans les
les années 1860. Et en fait, on va suivre le personnage de Jeanne, qui est une jeune fille dont les parents ont été tués et le petit frère enlevé dans des circonstances vraiment très étranges. Et à présent, elle vit avec son oncle et sa tante. Et on va voir l'arrivée d'un groupe de tziganes. Ça va un peu bouleverser l'ordre établi, dans le sens où les tziganes ne sont pas vraiment les bienvenus. Il y a une méfiance qui va apparaître et les habitants du village dans lequel vit Jeanne, son oncle et sa tante ne sont pas très à l'aise en fait avec l'arrivée de cette tzigane. Et Jeanne va rencontrer justement un jeune garçon qui s'appelle Asko. Ce garçon, qui appartient au clan des tziganes, va lui apprendre que les ombres menacent le monde des humains et que la clé, en fait, c'est son frère qui a disparu. En gros, c'est ça. Après, évidemment, il y a plein d'enchaînements qui vont arriver autour des ombres, justement, qui veulent s'étendre sur le monde. Et évidemment, la résistance qui va se faire par Jeanne notamment et d'autres personnages. Il y aura évidemment ce jeune garçon Asko qui aura un rôle à jouer et on va suivre en gros cette lutte contre du bien contre le mal. Donc si je peux le dire comme ça pour résumer un petit peu. Donc le premier tome, je l'avais lu, mais ça faisait quand même un bon moment. Je crois que je l'avais lu fin de l'année passée. Et je voulais pas faire trop traîner la suite, donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion, parce que le premier tome c'était sympa, mais c'était pas non plus, j'avais pas énormément accroché, j'avais passé un bon moment, mais c'était pas fou, c'était pas un coup de cœur. Donc je me suis dit que j'allais voir ici avec le second tome et l'emprunter à la bibliothèque, c'était justement parfait parce que j'étais pas sûre que j'allais du coup vraiment adhérer à la suite de cette histoire. Donc j'ai lu le second tome, ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est fluide, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent. Là on a un peu plus de choses qui se passent étant donné que voilà, on a le dénouement final aussi, on a la bataille, on a tous les enjeux, on a des aides qui vont intervenir aussi. Donc il y a des éléments en plus qui vont faire leur apparition, qui enrichissent cette histoire. Donc en gros c'était assez sympa. L'histoire est assez simple, hein, c'est des choses qu'on voit assez souvent, hein, des personnages qui sont appelés à une grande destinée, à vaincre le mal qui veut s'étendre sur la terre. C'est un scénario qui est assez récurrent, qu'on connaît bien, mais c'était assez sympa à lire. J'ai passé un bon moment de lecture. Après, je suis contente de l'avoir pris en bibliothèque et de pas l'avoir acheté parce que voilà, c'est pas une histoire qui va me rester en tête toute ma vie non plus, je pense. Sur le moment, c'était agréable à lire, mais ça ne m'a pas chamboulé non plus. Donc voici pour ce tome 2. J'ai également lu celui-ci qui est L'œil de Shahak, écrit par Emma Lanero aux éditions Gulfstream, toujours dans cette collection électrogène, avec un joli jaspage tout rouge autour. Alors ça c'est un livre que j'ai trouvé, il y avait une offre dessus, ils étaient à 5 € parce que j'en ai pris plusieurs, du coup j'en ai pris 3 parce qu'à la base ce sont des livres qui coûtent 17 € et la thématique, le résumé à l'arrière m'avait bien tenté, donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir, en plus à prix réduit alors que le livre est neuf, certains étaient encore emballés dans le plastique. Donc j'ai lu celui-ci et dans cette histoire ça parle de la fin des Mayas, de la civilisation Maya. On va apprendre que à la fin du 9e siècle, une sphère mystérieuse a été envoyée par Shahak, qui est le dieu de la pluie, et qui a déclenché des cataclysmes incroyables, et c'est ça qui aurait mis fin à la civilisation Maya, parce que apparemment cette civilisation partait en cacahuète, dans le sens où cette civilisation en fait faisait des sacrifices sanglants, des sacrifices humains. Donc les dieux ont décidé que c'était assez, et pour punir les êtres humains, eh bien cette sphère a été envoyée pour mettre fin à tout cela. Et ensuite on va se retrouver plus tard, donc en 2005, et là on va suivre des personnages. Donc il y a plusieurs personnages parce que il y a une quête
pour retrouver cette sphère. Bien évidemment, il y a un homme qui est un archéologue qui s'appelle Gabriel Keane, qui a beaucoup de moyens et qui fait en fait, qui est un collectionneur pas sympathique. C'est vraiment le méchant de cette histoire. Il a tous les défauts possibles et imaginables et il est à la recherche en fait de cette sphère parce qu'il pense que ça peut lui apporter un pouvoir incroyable. Donc ça fait des années qu'il étudie des documents, qu'il fait des recherches là-dessus, qu'il collectionne plein d'artefacts anciens et il est sur la piste de cette sphère. Mais évidemment, il est impératif que cette sphère reste cachée étant donné les dégâts qu'elle peut faire. La sphère, en gros, elle apparaît quand l'être humain dépasse les bornes pour justement remettre les choses un petit peu en ordre. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, ça déclenche des cataclysmes. Donc le but, c'est évidemment, d'un côté, on a des protecteurs, des personnes qui veulent que cette sphère reste cachée au maximum. Et évidemment, il y a toujours le personnage extrêmement mauvais, je vais dire, qui lui ne s'intéresse qu'à posséder des choses. Et on va voir cette course, entre guillemets, pour... Dans un sens, ce personnage de Gabriel Keane qui veut récupérer cette sphère et les autres personnages qui vont faire le nécessaire pour qu'il n'y arrive pas, pour vraiment maintenir cette sphère cachée. Donc on a pour cela le personnage de Kate qui est un jeune délinquant irlandais qui a été au Venezuela. Je vais pas entrer dans les détails du pourquoi du comment, mais il se retrouve au Venezuela et il va se retrouver impliqué dans cette histoire parce qu'il va rencontrer à un moment donné un chaman, un ancien chaman qui était justement le gardien du secret de la sphère. Ce chaman se fait vieux, il y a pas mal de petits rebondissements et du coup tout va reposer sur les épaules de Kate pour faire en sorte que cette sphère reste cachée, reste bien à l'abri. Vous voyez, je pense, un petit peu l'histoire. Et c'était une lecture sympathique. Ça parle évidemment de la nature, ça parle de malédiction, ça parle de quête initiatique étant donné qu'il y a les chamans qui sont présents et on va nous expliquer pas mal de choses autour de cette thématique. Donc c'était assez intéressant, il y a beaucoup de secrets, ça parle de tout ce qui est archéologie bien entendu. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette histoire. Évidemment, c'est un genre de course-poursuite qui tourne autour de légendes, de malédictions. On voit pas mal de pays parce qu'on se retrouve évidemment au Venezuela. On va se retrouver aussi aux États-Unis. Donc il y a pas mal de mouvements dans cette lecture. Il y a beaucoup de secrets aussi. On va de découverte en découverte. Il y a un rythme qui est présent. Donc dans son ensemble, j'ai apprécié cette lecture. Mais je l'ai pas non plus adoré. J'aurais aimé avoir plus d'éléments, parfois plus d'informations, notamment au sujet de cette fameuse sphère, parce qu'on nous dit qu'elle est arrivée du ciel, qu'elle a été envoyée par le dieu de la pluie, mais plus d'éléments là-dessus aurait été vraiment un plus. C'était quelque chose que j'attendais. Mais c'est un très très chouette livre d'aventure. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Tout ce qui est aspect un petit peu mystérieux, fantastique est mis en second plan. C'est vraiment l'aventure, l'action, la course-poursuite qui est mis en avant ici. J'aurais peut-être aimé justement un meilleur équilibre entre le fantastique et l'aventure. Mais dans son ensemble, c'était une lecture vraiment très agréable. Et à l'arrière, c'était vraiment un plus. J'ai trouvé, on a des explications, des petites informations sur ce qu'est le symbolisme, sur ce qu'est aussi le chamanisme. On a également des informations sur le taoïsme. Donc voilà, il y a un petit dossier comme ça, super intéressant, donc c'est extrêmement utile et je trouve que ça ajoute vraiment un plus à cette histoire. Ma dernière lecture de la semaine est celui-ci, donc que je vous avais déjà montré la semaine passée, donc Forgery of Roses de Jessica S. Olson. On est aux éditions Big Bang.
c'est un très joli livre, évidemment. Je crois que je vous avais montré déjà la semaine passée, hein, il y a une illustration comme ceci. J'ai terminé ce livre hier soir et je peux du coup vous en parler aujourd'hui. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Mira, Mira Whitlock, qui a un don. Mira est un prodige, donc c'est une artiste, et ce don en fait lui permet, quand elle fait des portraits, de modifier des éléments du corps de ses modèles. C'est un talent que beaucoup convoitent, c'est un talent qui est assez rare et qui doit rester secret parce que tout le monde n'est pas ok avec ce genre de talent, de prodige, et il y a un peu une chasse aux sorcières qui se fait justement parce que certaines personnes, dont justement le gouverneur de le village dans lequel Mira vit, estiment que c'est un sacrilège et donc il vaut mieux se faire discret et ne pas crier sur tous les toits quand on est une prodige. Donc Mira ici, elle garde ce secret. Elle a des difficultés étant donné que ses parents ont disparu, ce dont elle le tient de sa mère qui était aussi une prodige. Et à un moment donné, sa mère a disparu, son père est parti à sa recherche, il a disparu également. Donc Mira se retrouve seule avec sa jeune sœur Lucie, qui est extrêmement douée en sciences, en médecine, et qui est malheureusement très malade. Donc Lucie et Mira ont dû se débrouiller toutes seules. Mira a dû trouver un moyen pour avoir de l'argent et pour venir en aide à sa sœur, pour essayer en tout cas de lui apporter les soins, mais elle a des grandes difficultés financières. Et là, elle travaille dans un atelier d'une artiste peintre et elle gagne sa vie comme ça. Et un beau jour, il y a la femme de ce gouverneur qui est complètement opposée, qui fait la chasse aux sorcières des prodiges, qui va venir dans l'atelier et qui va demander, chose extrêmement surprenante, qu'on lui fasse son portrait. Elle arrive avec son petit chien et la dame qui emploie Mira est inquiète, donc elle dit qu'elle ne sait pas s'occuper de cette femme, de la femme du gouverneur, et elle propose que ce soit Mira qui lui fasse son portrait. Donc c'est ce que Mira va faire, elle va s'installer, elle va commencer le portrait de cette femme avec son petit chien, et le petit chien a une blessure en fait à sa patte, et Mira est un peu touchée par ce petit chien et sa blessure, et elle va faire agir sa magie pour guérir en fait la patte du chien. La femme du gouverneur, sur le moment, ne se rend compte de rien. Elle va rentrer chez elle, mais un peu plus tard, eh bien, elle va revenir. Elle va dire à Mira qu'elle a compris qui elle était et elle va lui proposer un marché. Donc elle va lui demander, donc en échange de son silence bien évidemment et de sa protection, qu'elle vienne dans le manoir du gouverneur parce que le fils aîné de celui-ci a eu un accident et il est décédé, et elle demande à Mira, grâce à son don, de le ressusciter. Ça c'est pour l'histoire. Je vais m'arrêter là, il y a assez d'éléments je pense. Et donc on va suivre Mira qui n'a pas d'autre choix évidemment que d'accepter. Déjà elle lui propose beaucoup d'argent et ce qui aidera évidemment, ce qui pourrait aider sa sœur Lucie, parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour appeler un médecin et encore moins aller à l'hôpital. Donc ça serait une solution, mais évidemment c'est pas sans danger vu qu'elle sera dans le lieu, au château du gouverneur qui lui est complètement contre ça et qui emprisonne les prodiges et voilà, c'est une situation qui est extrêmement délicate, mais Mira va bien devoir accepter, surtout que la femme du gouverneur lui laisse entendre que si elle refuse, elle la dénoncera. Donc elle est un peu coincée et on va la suivre justement dans ses tentatives de ressusciter le fils de la famille par son art, et elle va mettre les pieds dans cet étrange château et on va vraiment... C'est plus une histoire, une enquête, parce que la magie de Mira fonctionne d'une certaine façon. Elle a besoin d'avoir des éléments, les circonstances, et elle a jamais fait ça en plus. Oui, des petites blessures, ça c'est concevable, mais ressusciter un mort, c'est du jamais vu. Donc on suit Mira dans ses tentatives et
Et voilà, l'histoire avance, il y a aussi plein d'éléments qui vont arriver, d'autres personnages aussi qui vont arriver, des dangers, et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. À la limite, il y a juste un élément que j'ai pas trop apprécié, c'est l'élément de départ. C'est quand la femme du gouverneur arrive, qu'elle demande de se faire prendre le portrait, et là je ne comprends pas pourquoi Mira décide d'utiliser sa magie qu'elle doit garder secrète pour son intégrité et pour protéger sa vie, pour protéger sa sœur aussi. Et là, en faisant le portrait de cette femme qui représente tout le danger potentiel, elle décide de guérir ce petit chien. Ça, j'avoue que moi, j'ai pas compris cette prise de risque incroyable qui finalement va l'entraîner dans cette histoire. Donc je comprends évidemment que si elle n'avait pas commis cette erreur de jugement, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais j'avoue qu'au début, quand elle a fait cette action, je me suis dit mais enfin, pourquoi? Surtout qu'on explique qu'elle est vraiment en panique, qu'elle doit vraiment être concentrée pour se dire non, je dois rien laisser paraître, je dois pas lui laisser penser qu'éventuellement je suis une prodige, enfin je dois rien faire pour la mettre sur la voie. Et puis 2 secondes après, elle se dit oui mais bon, je vais quand même rire ce petit chien. Donc ça, je me suis dit c'est pas logique en fait, mais évidemment toute l'histoire découle de cet élément, donc je comprends que pour la suite c'était absolument nécessaire, mais en gros il y a juste cet élément que j'ai pas compris, mais sinon tout le reste de l'histoire j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est très prenant, c'est très fluide, il y a d'autres personnages qui vont arriver, il y a beaucoup d'action. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est vraiment plus une enquête pour ça et pour essayer de découvrir en fait les circonstances de la mort de ce fils, du fils du gouverneur. Et voilà, elle va rencontrer d'autres personnages et puis elle va se rendre compte qu'il y a autre chose aussi. C'était vraiment bien fait. Ouais, c'était une très chouette lecture. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance aussi de ce livre. Je me suis bien attachée à Mira et à Lucy. Lucy, c'est un personnage que j'adore. On passe par beaucoup d'émotions aussi. Au niveau du personnage de Mira et de Lucy, on est bien immergé en fait dans leur vie, dans leurs difficultés. Évidemment, il y aura une petite romance, je vous dis pas avec quel personnage. Je pense que vous vous doutez qu'il s'agit de Mira, mais je vous dis pas avec quel autre personnage de cette histoire. La romance était bien amenée, en tout cas moi elle m'a pas gênée, pourtant je suis pas une grande fan de romance, mais dans cette histoire je trouvais qu'elle était intéressante, elle prenait son temps aussi, elle était touchante, il y avait pas mal de difficultés par rapport à ça. C'est un élément assez sympa qui apporte vraiment un plus dans cette histoire. Il y a juste une petite chose peut-être, c'est que j'ai eu un peu du mal à me retrouver dans cet univers, donc à savoir à quelle époque, parce qu'on est dans un monde où on nous parle quand même d'hôpitaux et de médecins, des choses comme ça. Et en même temps, il y a de la magie et j'avais l'impression qu'il y avait une certaine technologie, mais qu'en même temps, on était dans une époque beaucoup plus ancienne, notamment au niveau des tenues vestimentaires de Mira et ce genre de choses. Donc là, j'ai juste eu un petit peu de mal à me situer au niveau du temps de l'époque par moment, mais sinon, voilà, c'est les 2 seuls petits éléments qui m'ont moins plu dans cette histoire. Le premier élément dont je vous ai parlé au début est celui-ci, mais pour le reste, vraiment une très chouette lecture, fluide, prenante, intéressante, avec beaucoup de thématiques, beaucoup d'émotions. C'était vraiment, c'était vraiment très sympa. Donc je peux vous le recommander si vous avez envie de le découvrir. Franchement, vous passerez, je pense, un bon moment avec cette lecture. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures faites. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai comme lecture en cours. Alors, j'ai commencé celui-ci qui est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green aux éditions Bragelonne. Je sais plus si je vous en avais parlé la semaine passée, mais en tout cas je le redis maintenant. J'ai lu un petit peu, je suis au chapitre 4, donc il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur cette lecture. Je vais continuer pour avoir un petit peu plus d'éléments et pouvoir mieux vous en parler. J'ai également cette lecture de Pierre Rimbert qui est Le sang des parangons aux éditions Nemos. J'ai lu une 50aine de pages et j'aime vraiment beaucoup cette histoire, c'est vraiment bien écrit et c'est super chouette. Ce sont des petits chapitres et je vais vraiment prendre plus de temps pour vraiment avancer dans cette lecture. Là je l'ai lu un petit peu
un petit chapitre par-ci par-là, mais j'apprécie vraiment beaucoup cette histoire, en tout cas l'histoire qui est en train de se mettre en place, donc je vais un petit peu mettre la priorité sur celui-ci. J'ai également commencé Sinistra de Armelle Carbonel aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que je me suis acheté la semaine passée je pense, ou même début de cette semaine, et je l'ai directement entamé parce qu'il me donnait envie, j'avais envie de lire un petit thriller, en tout cas je pense que c'est un thriller, et la quatrième de couverture me faisait très envie. On est dans des chapitres très courts, le rythme est déjà très présent au début. J'ai lu 32 pages sur un livre qui en fait 300 et je viens à peine de le commencer, donc à mon avis ça se lira extrêmement vite. Donc il y a celui-ci aussi. Et il y a également 2 livres que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai déjà préparé, donc j'ai déjà mis le marque-page et tout. Ce sont des lectures que je vais entamer. Tout d'abord, il y a celui-ci qui est Le Clairvoyage de Anne Fakouri aux éditions La Talente Poche. C'est aussi un de mes derniers achats et c'est une duologie je pense. D'ailleurs j'ai même le tome 2 qui m'attend dans ma palle, donc je me suis dit que j'allais commencer pour enchaîner les deux. C'est un petit livre qui fait 260 pages environ et que je suis très curieuse de découvrir, donc je vais le commencer. Et je vais également commencer celui-ci qui est un emprunt de la bibliothèque. Je vous l'avais montré la semaine passée me semble-t-il, qui est Le Dernier Royaume, acte 1, Les Cendres d'Ouranos aux éditions Michel Lafon, que je suis assez curieuse de découvrir, donc je vais aussi le commencer. Là comme je vous l'ai dit, j'ai mis les petits marque-pages mais c'est pas encore entamé. Donc ça c'est pour mes lectures en cours ou quasiment Je ne suis plus retournée à la bibliothèque, je ne suis pas retournée à la bibliothèque cette semaine, donc je n'ai pas ramené de nouveaux livres. Je vais lire ceux que j'ai à ma disposition, donc pas de nouveautés bibliothèque, mais dernière chose dont je peux vous parler, c'est une lecture commune. Je participe en fait à un challenge pour toute l'année, donc pendant 12 mois on va lire chaque mois une lecture. La première lecture qui a été sélectionnée, celle du mois de septembre, c'est Peter Pan. Donc moi je fais cette lecture avec cette toute belle édition que j'ai en ma possession. Il fallait lire les 3 premiers chapitres pour cette semaine, donc c'est chose faite. J'ai déjà lu les 3 premiers, je suis au 4e et voilà, j'ai bien aimé ce début. J'ai bien aimé découvrir ce début d'histoire avec cette toute belle édition. Il y a toujours plein de petites choses à trouver, à découvrir. Bon, ça c'est au niveau des chapitres, hein. On a déjà des illustrations, mais on a aussi des petits éléments donc comme ceci. Et quand je rouvre, et bien on a l'ombre d'un petit personnage. Voilà, on a comme ceci l'ombre d'un petit personnage et il y a plein d'éléments comme ça tout au long du livre. Je pense que vous connaissez les éditions Mina Lima, que moi je trouve très très joli. C'est aux éditions Flammarion. J'en ai plusieurs, je pense que je les ai tous pour l'instant. J'ai Le Magicien d'Oz, j'ai Peter Pan évidemment, le livre de la jungle, j'ai les 2 Harry Potter premier et second tome, je pense que c'est tout. Et j'ai aussi les contes avec le mix des contes là, avec Blanche-Neige et les autres contes. Donc je pense que je vais craquer pour tous les livres de cette collection parce que je les trouve magnifiques. Et celui-ci, ça faisait un moment que je m'étais dit il faut que je le lise, tout comme les autres que j'ai en ma possession. Donc là c'était l'occasion avec ce challenge. Je suis contente que ce soit l'histoire de Peter Pan qui était choisie. Je vous mettrai ici si vous voulez le compte de la personne qui organise le challenge, comme ça si vous voulez nous rejoindre, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. En plus on est encore au début du mois de septembre, hein. Il y a tout le mois pour faire cette lecture, donc franchement il y a le temps. Et voilà, on a fait le tour pour tout ce que j'ai lu cette semaine. Je suis vraiment contente parce que j'ai avancé dans plein de lectures, j'ai entamé des lectures que j'aime beaucoup, donc c'était assez chouette. Au niveau des lectures que j'ai faites, tout n'était pas magnifique non plus, mais ça reste des bonnes lectures
dans leur ensemble. Donc voilà, je suis assez contente. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo et d'être présent. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse un petit peu discuter de lecture que vous êtes en train de faire. Si vous avez des avis sur les livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt et que tout se passe bien pour vous.